Je vous le disais au début de la matinale, nous allons parler aujourd'hui dans la chronique Droits humains et société de l'accès à la justice dans un état de droit. Et à cet effet, je reçois sur ce plateau le coordonnateur du CIFDA, M. Étienne Kaboré, qui est venu donc nous entretenir sur la question. Bonjour et bienvenue. Merci bien, bonjour à vous. Alors, Monsieur Étienne Kaboré, nous allons aller droit dans le sujet. Et la question est la suivante. Que doit-on entendre par accès à la justice dans un état de droit? Alors, merci bien. L'accès à la justice dans un état de droit peut s'entendre de deux manières. Euh, le sens strict, le fait par exemple pour un individu qui défend une cause de pouvoir la porter plutôt devant une juridiction compétente afin que la juridiction ou les juges puissent trancher à la lumière bien sûr du droit et de tirer toutes les conséquences juridiques qui s'attachent à cette cause-là. Alors au sens large je dirais de l'accès à la justice, c'est le fait également pour un citoyen de pouvoir utiliser certains mécanismes tels que les mécanismes de défense des droits de l'homme pour en tout cas arriver à défendre une cause ou à faire en sorte que des droits pour lui qui semblent être violés puissent en tout cas être rétablis. Ça peut être une prétention qui n'ira pas loin, c'est-à-dire qui n'atteindra pas devant le juge, mais quand même il y a des mécanismes qui permettent de pouvoir éclairer davantage les citoyens, et tout cela fait partie en fait de l'accès à la justice. Je peux citer par exemple la Commission nationale des droits humains, je peux citer par exemple la CIL, je peux citer également les associations des parajuristes et autres qui font partie également au sens large de l'accès à la justice. Peut-on dire aujourd'hui que l'accès à la justice est un acquis dans notre pays? Alors dans notre pays, je dirais qu'il y a quand même des avancées. Dans la mesure où, lorsqu'on regarde un peu le système de protection des droits de l'homme au Burkina Faso ou des droits au Burkina Faso, on voit qu'il y a déjà des organes administratifs indépendants qui sont mis en œuvre, tels que la Commission nationale des droits humains que je citais tantôt. Il y a également la CIL, c'est-à-dire la Commission de l'informatique et des libertés. Il y a également le Conseil supérieur de la communication et bien d'autres. Et il y a aussi le médiateur de Faso qui font partie en fait de toute cette arsenal de promotion des droits de l'homme ou des droits et qui concourent bien sûr à la justice. Et il y a aussi la justice au sens strict où nous voyons bien sûr qu'il y a quand même des efforts qui sont faits parce que on sent qu'il y a des efforts dans le sens de la mise en place de juridictions. Voilà, tout à fait. Et un peu partout sur le territoire national afin de pouvoir permettre aux justiciables d'avoir accès à la justice. D'accord. Pour revenir à notre sujet, quels peuvent être les obstacles d'accès à la justice? Alors, merci bien. Les obstacles sont multiples, hein. Il y a des obstacles géographiques ou physiques. Il y a également des obstacles psychologiques ou culturels. Il y a des obstacles financiers ou matériels. Si je prends par exemple les obstacles physiques ou géographiques, c'est par exemple l'implantation des tribunaux. Parce qu'il y a en tout cas de grandes distances qui séparent les tribunaux au Burkina Faso, de telle sorte que souvent ça décourage les justiciables d'aller vers la justice, parce que c'est tellement loin, il y a des va-et-vient à faire, il y a des coûts de transport et tout ça. Et le fait que le tribunal soit également distant des justiciables, alors il y a une certaine barrière psychologique qui s'installe. Voilà. Et à ce niveau également, on voit que nous n'avons pas la culture de la justice, et ce qui fait que la plupart du temps, le justiciable préfère en tout cas vivre sa situation sans la porter devant les tribunaux. Il y en a qui décrit aussi le fait que lorsqu'on arrête une personne, aussitôt 2 jours ou 3 jours après, on la retrouve dans la circulation. Tout à fait, effectivement. En fait, ça fait appel en fait au non-respect des principes, je dirais, cardinaux de la justice. Et voilà, parce qu'il y a bien sûr les principes d'impartialité, le principe d'égalité de tous devant la justice.
Voilà, lorsque ces principes-là ne sont pas respectés et mis en œuvre comme il se doit, il va de soi que dans l'esprit des citoyens s'installe une certaine méfiance envers la justice. Et cette méfiance fait que les justiciables, non seulement ne portent pas leur plainte devant la justice, mais aussi vont trouver les voies et les moyens de s'en rendre justice. Voilà, ce qui n'est pas bon. C'est le cas, par exemple, du phénomène Corleone qu'on vit actuellement, voilà, qui, en tout cas pour certains membres de ces structures-là, qui disent que la justice, en fait, ne fait pas son travail. Lorsqu'ils amènent, en tout cas, un présumé voleur à la police ou à la gendarmerie, quelques jours après, voilà, on le retrouve dehors. Il y a aussi un travail de communication à faire. Alors, je poursuis un peu avec les obstacles. Il y a des obstacles matériels ou financiers, alors qui tiennent en fait du coût, voilà, de la justice. Il est vrai que la justice est gratuite, mais la justice quand même a un coût. Voilà, parce que je parlais tantôt des déplacements pour aller à la justice. Il y a, par exemple, lorsque vous attachez les services d'un avocat, il y a des frais à payer et tout ça, qui font que voilà, nous sommes déjà dans des pays assez pauvres. Les citoyens trouvent que voilà, c'est en tout cas s'appauvrir davantage que de porter plainte ou d'aller devant la justice. Alors à ce niveau, il faut que l'État, déjà ça fait au Burkina Faso, il y a un fonds d'appui aux victimes, d'assistance juridictionnelle aux victimes, et ça c'est vraiment très bien. Mais il faut dire que le fonds alloué à en tout cas à cette structure-là, voilà, effectivement, n'est pas aussi élevé, il ne permet pas en tout cas de satisfaire la demande. Et l'information aussi doit arriver au niveau des populations. Ah oui, tout à fait. Il faut une communication et une information assez large pour que les populations sachent que la justice est d'abord à leur service. Parce que sans la justice dans une société, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de cohésion. Mais si les populations arrivent à le comprendre et à l'accepter, je pense que ça sera vraiment une bonne chose. L'obstacle, en tout cas je dirais le plus important au Burkina Faso, c'est surtout l'obstacle psychologique dont je parlais tantôt. On n'a pas cette culture d'aller en justice, on a une méfiance envers la justice, on a même peur d'aller en justice. Et la durée également de la justice tient du fait que il faut faire en sorte qu'on arrive à minimiser quand même les erreurs judiciaires. Alors, mais s'il n'y a pas de communication autour de ça les populations ne peuvent pas comprendre. Également la protection des témoins lorsqu'on parle aux témoins. Ah oui, tout à fait. Et ça fait partie en fait des principes de la justice. D'accord, on va poursuivre avec une autre thématique. Pouvez-vous nous établir, s'il vous plaît, la relation qu'il y a entre la justice nationale et la justice internationale, notamment la CPI qu'on connaît? Ok, merci bien. Par rapport à la CPI, il faut dire que la CPI a une compétence subsidiaire. C'est-à-dire que cette compétence est complémentaire à la défaillance de la compétence des tribunaux nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque je parle d'abord des choses de la compétence de la CPI, qui est une compétence limitée à des crimes bien définis. Voilà, ce sont les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes d'agression et les crimes de guerre, voilà, qui sont bien définis. Et cela, en fait, la CPI n'est compétente que pour juger les personnes qui ont commandité ou qui ont joué un rôle assez déterminant dans la commission de ces crimes-là. Pour ne pas dire les voilà, faits. effectivement. Et très généralement, dans nos États, notamment africains, ces personnes-là arrivent à échapper assez facilement à la juridiction nationale. Donc, lorsqu'il s'agit de ce genre de situation, la CPI peut se saisir soit d'office ou à la demande, par exemple, de l'État en question, voilà, pour lancer un mandat d'arrêt contre ceux-là qui ont commis les crimes dont dont la CPI est compétente. D'accord, on est un peu pris par le temps, Monsieur Étienne. Monsieur Kaboré, donc on va aller très rapidement avec la dernière question. Alors, nous savons que la justice militaire burkinabé a délivré donc des mandats d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré et notamment à l'encontre de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces mandats d'arrêt internationaux et comment ils peuvent être mis en œuvre?
Ok, merci bien. En fait, le mandat d'arrêt international est comme un mandat d'arrêt ordinaire, à la différence que c'est un mandat d'arrêt qui est destiné à informer, je dirais, l'international, voilà, par rapport à un individu qui est recherché pour des crimes que l'individu aurait commis. Alors, et pour le cas, par exemple, de Blaise, de l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré et de Guillaume Soro, c'est en fait, je dirais que il faut que la diplomatie qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire puisse en tout cas permettre leur extradition. Et c'est en fait l'objectif également du mandat d'arrêt international. Parce que effectivement, il faut des accords judiciaires, des conventions judiciaires qui puissent permettre de pouvoir extrader la personne. Il faut en tout cas des procédures qui puissent permettre à l'État qui extrade de s'assurer que la personne qui est extradée n'encourt pas certaines peines telles que la peine de mort et puis la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais il faut dire que cela est beaucoup plus basé sur la diplomatie. Et pour ce qui concerne ces deux personnes-là et avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident qu'on puisse obtenir leur extradition, en tout cas, selon moi et par rapport aux relations qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire présentement. D'accord. Au finish, pour parler d'accès à la justice dans un état de droit, monsieur Etienne, que peut-on retenir, grosso modo? Qu'est-ce qu'il faut retenir en fin de compte? Alors, ce qu'il faut retenir en fin de compte est que la justice existe pour, en fait, les justiciables. Parce que la justice fait partie des trois pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, en fait, est au service des citoyens et c'est le dernier rempart légal dans un état de droit. D'accord. Merci. On a un peu pris par le temps. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était la chronique Droits humains et société de ce 25 janvier 2016 avec monsieur Etienne Kaboré, coordonnateur du CIVDA.